Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant. Comment investir dans des entreprises avant même qu'elles n'arrivent en bourse? Pour ça, il y a un outil un peu spécial et on va le décortiquer ensemble, le FCPR, le Fonds commun de placement à risque. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est justement ça. Comment on fait pour investir dans les futures pépites bien avant tout le monde? Eh bien, la porte d'entrée, c'est un monde qu'on appelle le capital investissement. On entend aussi souvent le terme anglais private equity. Le principe, au fond, est assez simple. On a des investisseurs qui mettent de l'argent dans une entreprise, mais pas seulement. Ils apportent aussi leur savoir-faire, leur réseau pour l'aider à se développer. En contrepartie de ce soutien, ils prennent une part du capital. L'idée, bien sûr, c'est de revendre cette part avec une belle plus-value au bout de quelques années. Ok, pour y voir clair, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va regarder l'outil en question, ce fameux FCPR. Ensuite, les règles du jeu, et elles sont très importantes. Puis, on verra le cycle de vie d'un tel investissement, c'est un vrai marathon. Et pour finir, on parlera des coûts. Allez, c'est parti, on commence avec l'outil. On attaque donc notre première partie, l'outil. C'est le véhicule qui permet d'accéder à ce type d'investissement, le FCPR. Alors, un FCPR, qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'acronyme, c'est pour Fonds commun de placement à risque, et tout est dans le nom. La règle d'or, c'est que le fonds doit investir au minimum 50% de son argent dans des boîtes qui ne sont pas en bourse. C'est vraiment son ADM. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de FCPR. Il y a le FCPR classique, qui est assez généraliste, mais on a aussi des cousins. Le FCPI, par exemple, qui doit mettre au moins 60% dans des entreprises innovantes. Et puis il y a le FIP, qui lui se concentre sur des PME régionales, avec le même seuil de 60%. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à un chapitre crucial, les règles du jeu. Parce que, on l'a vu dans le nom, il y a le mot risque. Et ça implique des contraintes qu'il faut absolument connaître. La première règle, la plus fondamentale, c'est le risque de perte en capital. Il est élevé. Il faut être très clair là-dessus. On parle d'investir dans des entreprises qui sont parfois jeunes, sur des marchés qui bougent beaucoup. La possibilité de perdre tout ou une partie de son investissement est bien réelle. Deuxième règle, tout aussi importante, le temps. L'argent qu'on place est bloqué. Et quand on dit bloqué, c'est vraiment bloqué. Pour combien de temps? En général, il faut compter entre 8 et 10 ans. Oui, 8 à 10 ans. C'est un engagement de très très longue haleine. Et ce n'est pas une vague estimation, hein. La documentation officielle le dit noir sur blanc. Une fois que l'argent est investi, impossible de le récupérer avant la date de fin prévue. C'est vraiment une contrainte majeure, il faut bien l'avoir en tête. Et ce blocage s'explique aussi par la nature même de l'investissement. On parle d'illiquidité. Ça veut dire qu'il n'y a pas une sorte de bourse où on peut revendre ses parts du jour au lendemain. C'est pas possible. Même pour le gérant du fonds, vendre la participation dans une entreprise, ça peut prendre des mois, parfois plus d'1 an. Donc la patience, ici, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors pourquoi ce blocage si long au juste? Eh bien, ça nous amène directement à notre troisième point, le cycle de vie d'un FCPR. Et il faut vraiment voir ça comme un marathon, pas du tout comme un sprint. Voilà à quoi ressemble le parcours typique. Tout commence par une période de souscription, où le fonds lève de l'argent. Ensuite, pendant quelques années, c'est la période d'investissement. Le gérant place cet argent dans différentes entreprises. Et puis, on arrive à la fin du cycle, la dissolution et la liquidation. C'est là que le gérant vend les participations pour, on l'espère, retourner le capital et les gains aux investisseurs. Et comme on le voit, tout ça, ça s'étale facilement sur 10 ans. Zoom sur cette période d'investissement. C'est vraiment là que le gérant est au cœur de l'action. Son job, c'est de dénicher les bonnes entreprises, de les passer au crible, de négocier, et finalement d'investir l'argent du fonds pour les aider à passer un cap. Et puis, bien des années plus tard, on a la phase de liquidation. Là, le travail s'inverse. Le gérant n'achète plus, il vend. Il doit trouver les bons acquéreurs pour les entreprises du portefeuille et bien sûr au meilleur prix possible. L'argent récupéré est ensuite redistribué. C'est vraiment la concrétisation de tout ce travail de longue haleine. On arrive à notre dernier point, qui est loin d'être un détail, le coût de l'investissement. Parce que bien sûr, tout ce travail de gestion sur 10 ans, ça a un prix. La structure des frais est assez logique. Elle suit les étapes de l'investissement. Il y a d'abord des frais quand on entre, à la souscription. Ensuite, pendant toute la vie du fonds, il y a des frais de gestion récurrents. Et enfin, au moment de la sortie, il peut aussi y avoir des frais. Pour les frais d'entrée et de sortie, c'est assez classique. C'est une commission, un pourcentage du montant, qui est prélevé soit à l'achat, soit à la vente des parts. C'est souvent ce qui rémunère le distributeur du fonds. Mais le plus complexe, ce sont les frais qui sont prélevés directement sur le fonds tout au long de sa vie.
On a bien sûr les frais de gestion annuels, les frais de fonctionnement. Mais il y a un élément très spécifique à ce monde, la commission de performance ou carried interest. C'est quoi? C'est une sorte de super bonus pour l'équipe de gestion. Si le fonds atteint un certain niveau de performance, les gérants touchent une part importante des bénéfices. C'est un coût non négligeable qui impacte directement le rendement final. Au bout du compte, la question centrale est toujours la même. Est-ce que le potentiel de performance, qui peut être très attractif, justifie de prendre un risque élevé, de bloquer son argent pendant près d'une décennie et de payer des frais qui sont quand même assez complexes? C'est vraiment la question de fond à se poser. Merci d'avoir suivi cette analyse.